Guillaume est né en 1963. Il est ingénieur agro, il n'a jamais fréquenté l'ESSEC. Et tu as commencé ta carrière chez Pomona. Tu faisais quoi, Guillaume, chez Pomona? Bah, comme j'avais fait des études d'agro, j'ai commencé à travailler dans la relation avec la production agricole, puisque Pomona, c'est le premier grossiste en fruits et légumes. Et au bout de quelques mois, on m'a dit, est-ce que tu t'es pas tenté un peu par faire du commerce? Et donc, je suis remonté sur le marché de Rungis, dans la succursale de Pomona, où pendant 7 ans, j'ai fait à peu près tous les métiers d'achat, de vente, de logistique, de direction d'entrepôt. Ensuite, direction donc Leclerc, hein, et tu vas faire plein de choses chez Leclerc, et notamment créer une centrale d'achat commune avec U, qui avait une belle idée, puis qui a un avenir différent. Ouais, donc je m'étais d'abord occupé de l'importation alimentaire, et puis un patron de Leclerc me dit, écoute, on va s'associer avec Système U on a une ambition, c'est de faire un groupe unique avec une enseigne de supermarché, Super U, et une enseigne d'hypermarché Leclerc. Et pour convaincre tout le monde, parce que c'est des indépendants, on va commencer à leur montrer que ça a une efficacité économique. Et on a créé une centrale d'achat pour négocier les grandes marques, pour négocier les marques propres, et puis travailler sur des assets communs, notamment sur la data, sur les fiches produits. Puis on a fait ça pendant 3 ans, et ça n'a duré que Et 3 ans. pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté parce C'était que une querelle d'ego? C'était une problématique économique? C'était quoi? euh, parce que aucun des deux dirigeants n'a pu euh, convaincre, puisque Ses partenaires. c'est en tout cas ses associés, de dire dans l'affaire, par rapport à l'autorité de la concurrence, il faut peut-être sacrifier 5-6 magasins. Et comme il y a une histoire commune depuis plusieurs générations, il y a de l'affiliation, il y a du parrainage, ça a été impossible. Et donc un partenariat uniquement à l'achat qui ne se transforme pas en partenariat stratégique et industriel, il ne dure jamais très longtemps. Ouais. Tu as travaillé pendant 13 ans avec quelqu'un qu'on aime beaucoup au sein du wine business, qui s'appelle Serge Papin, qui est quand même une belle personne, une grande personne. Comment tu as vécu ces 13 années à côté de Serge? Bah, c'était fantastique. Voilà, bon, Serge, c'est Ah, mais tu dis ça devenu parce que tu es filmé ou parce que tu le penses vraiment? Non, parce que je suis filmé. Non, non, Serge, c'est devenu un ami. Je pense on formait un binôme. D'abord, c'est en termes de commerce, j'ai jamais vu une intuition pareille, de, de- de captation des tendances sociétales, de compréhension du client, la compréhension de ce qu'est une marque. Et je pense que parmi les choses qu'on a fait, au-delà de la performance économique de l'entreprise, au-delà de la réorganisation de ce groupement, c'est de faire de Super U une vraie marque qui parle aux clients. On s'est amusé à être la première enseigne de distribution alimentaire à la télévision le jour où ça a été autorisé à 0 heure, 1 seconde. On avait notre premier spot de publicité. De publicité, quoi. Puis c'est quelqu'un qui est généreux, au sens que c'est quelqu'un qui génère auprès de ses collaborateurs, auprès de ses parties prenantes, et qui a eu des convictions, Oui, notamment qui donne envie, sur l'alimentation. Ce n'est pas toujours simple à gérer, parce Non. que des fois, il y a du SAV à faire, mais c'est voilà, une très belle aventure. Autre personnage qu'on aime aussi beaucoup au sein du club, qui est intervenu il y a quelques semaines, Thierry Burdinière, le patron d'Invivo, président également du club de rugby de Brive, hein, qui malheureusement ne sera pas en top 14 cette année. Ça doit être un drame pour lui. 5 ans, Thierry, il faut le suivre. Hein. Oui, bah, vous savez, quand vous faites Leclerc, U, vous êtes habitué Ça court vite, quoi. Ouais. à un certain rythme. Non, Thierry, ce qu'on apprend avec lui, parce que finalement, on s'enrichit de toutes les expériences et des belles rencontres qu'on peut faire, c'est une agilité stratégique doublée d'une capacité à mettre en œuvre. Alors son mot, je pense que 10 fois par comité de direction, on entend le mot « c'est quoi le pivot ?» Voilà, donc on sens pivot. Alors c'est quoi le pivot? Ouais. Je dis, si on pivote 4 fois, on va revenir au même endroit. Donc à un moment, il va peut-être falloir qu'on s'arrête. Non, le pivot, ça a été le choix de recentrer InVivo beaucoup plus sur le végétal. Ouais. Voilà, avec les cessions des activités animales, et de remonter un peu dans la chaîne de valeur, notamment avec le rachat du groupe Soufflet,
pour aller sur toute la filière céréales, capter toute la valeur ajoutée depuis la génétique de la semence jusqu'à la boulangerie de détail, avec une boulangerie qui est sur les Champs-Élysées, qui est la boulangerie Louise. Absolument. Alors aujourd'hui, tu es le patron au monde d'Auchan. Ça représente, en termes de collaborateurs, 155 000 collaborateurs pour 32 milliards de volume d'affaires au total. Ouais. Bon, tu es présent partout dans le monde, y compris en Russie. Mais qu'est-ce que tu fous chez les Russes? Je ne suis pas présent. Guillaume. D'abord, c'est mes collaborateurs qui sont présents, nos collaborateurs. Oui, le Auchan, parti de Roubaix, est devenu un groupe mondial. 61 la création, c'est ça? 67. 67. 67. Les quartiers des Auchan à Roubaix, dans une ancienne usine fil d'art. Oui. Voilà. Le premier logo, c'était Auchan avec un O, puis ils ont trouvé que ça faisait un peu Auchan, ça faisait japonais, difficile à prononcer dans le Nord, donc c'est devenu Auchan. Et puis ça s'est développé sur un format qui a été un format leader historiquement, qui est l'hypermarché, qu'ils ont répandu dans beaucoup de géographies. Et au-delà de ça, parce qu'ils ont créé une deuxième chose quand même, ça a été les pionniers de l'actionnariat salarié. Ouais. Donc je prends juste 2 secondes parce que l'histoire est intéressante. La famille issue du textile, famille catholique du Nord, très marquée par l'encyclique de 1891 du pape Léon XIII, De Rerum Novarum, qui se pose la question de le capitalisme se développe, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait cohabiter le fait d'être catholique et de gagner beaucoup d'argent, parce que ça commençait. Et donc ils ont eu cette idée de se dire il faut qu'on partage le résultat avec nos collaborateurs. Donc ils vont voir le père de Gérard, vous voyez, qui s'appelle Gérard aussi, qui est le patriarche. Ils disent voilà, on veut partager les bénéfices avec nos collaborateurs. Donc il les a mis dehors, il les a pris pour des dangereux communistes. Puis au dîner de famille suivant, forcément, il faut se réconcilier dans les familles. Et d'accord avec vous, à une condition, qui était un peu en lien avec ma question que je vous posais. Il a dit, on est d'accord si tous les collaborateurs de Auchan comprennent ce que c'est un compte d'exploitation. Et les 5000 collaborateurs de l'époque ont été formés 2 semaines pour comprendre et qu'au plus fin de l'entreprise, chacun ait son compte d'exploitation et soit propriétaire de son compte d'exploitation. Je le dis parce que je pense que c'est ça qui a fait la richesse et le développement de Auchan, et c'est ça que Auchan a perdu et qu'il va falloir retrouver. La Russie ? La Russie. J'ai essayé d'être long et de lâche pas le morceau, de jouer sur une perte de mémoire. Le pitbull des interviews là. Non, la Russie, on est présent en Russie dans le respect des contraintes internationales. On a des collaborateurs, donc on ne va pas les larguer comme ça. On est présent en Ukraine, donc forcément, voilà, les deux géographies sont liées. On ne va pas quitter un pays en restant dans l'autre. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est une expérience un peu particulière de gérer des équipes en état de guerre. Et pour revenir à ce qu'on disait, pour discuter avec les équipes, pour avoir des gens qui sont marqués par ça, quand on parle de va-t-en-guerre, etc., il faut voir ce que c'est au quotidien, la vraie guerre. Ouais. Voilà. Et le poids que ça a sur la société ukrainienne et sur les décès qui sont malheureusement le lot quotidien. Alors on revient sur les choses beaucoup plus joyeuses. Le rapport entre les distributeurs et les industriels, ça y est, vous aimez. Ah, mais tous les producteurs adorent les distributeurs et réciproquement. Donc là, deux choses. Hein. D'abord, je pense que la distribution est très mauvaise en lobbying, très mauvaise en lobbying. Donc parce que je pense que le commerce est mal vu dans les pays d'Europe du Sud. C'est pas noble, tu veux dire ? C'est pas noble, c'est pas noble. Il y a une sorte de chantage à l'emploi d'un côté et la considération de l'autre côté par les pouvoirs publics qu'on est une économie résidentielle et que de toute façon il ne peut rien se passer.
Et c'est un peu l'état de choc en ce moment dans les pouvoirs publics, parce qu'il est en train de se passer des choses. Je prépare la question, voilà, la question, la question, la question suivante. Et ensuite, ouais, il y a des usines qui produisent, il faut bien des usines pour vendre, et les usines pour vendre, c'est les magasins, même si on y met toute la théâtralisation qu'il faut. On cristallise toujours autour de certains dossiers, on parle des grandes entreprises. Nous, on travaille avec plus de 5000 PME qui sont plutôt satisfaites, et là aussi, qui sont très fortement pénalisées. Thierry de Montbrial le citait. Je ne sais pas comment fait une petite PME de 30 ou 40 millions dans l'agroalimentaire pour remplir toutes les obligations réglementaires dans toutes les dimensions. Et je pense que ça crée des désavantages compétitifs pour ces structures. Donc on avait reçu, il n'y a pas très longtemps, le mois dernier, le directeur général d'Amazon. Amazon, tu dois les détester, non? Non. Ils sont insupportables, non? Parce que je les déteste ou pas, ça ne changera rien. Ouais. Donc, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'il faut comprendre d'Amazon, c'est qu'ils ont mis un niveau de jeu autour de l'excellence opérationnelle qui est désormais l'attente des clients. C'est insupportable de ne pas pouvoir payer en un clic désormais sur un site. C'est insupportable de ne pas être livré dans son créneau de 2 heures. Donc ils font un défi logistique qui est absolument énorme. Oui, ce qui nous dérange un peu, c'est qu'ils viennent nous concurrencer. Là où ils nous concurrencent, ils perdent de l'argent. D'accord. Et c'est financé par d'autres secteurs d'activité, comme toutes les solutions informatiques, le retail média. Donc vous ne jouez pas à armes égales, alors vous n'êtes pas à armes égales. Oui, mais c'est ça le combat. C'est une question. Voilà. Ouais. Et donc à nous de proposer quelque chose d'alternatif, de différent. Les grands chantiers, donc on en a parlé. On est plus embêté par la fast fashion, pour d'autres raisons. Ouais. Oui, parce que là, pour le coup, je pense que là, sociétalement, c'est un peu un autre sujet. On est en train de déstabiliser en France toutes les filières de recyclage. Ouais. On ne sait pas recycler, c'est des produits qui ne sont pas recyclables. Donc on veut bien participer à travers de tous les éco-organismes, de recyclage des produits, mais c'est ce qui arrive. Et il n'y a pas que nous qui sommes embêtés. Vous savez, le deuxième organisme qui est embêté? Non, c'est qui? C'est Emmaüs. Ah, oui, c'est clair. Au niveau du vin, je crois que c'est Leclerc de mémoire qui a inventé les ventes, qui a réalisé les premières. Est-ce qu'Auchan est également actif? C'est un côté stratégique. Extrêmement actif. On a, alors c'est aussi un sujet, le fait qu'on ait des très très grands magasins, mais on a des super rayons de vin, on a des très très grands et très très bons professionnels, et on a des foires au vin absolument fantastiques. On a repris, c'est un des secteurs, on a repris des parts de marché. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a celle de Pâques qu'on a rajoutée, mais il y en a deux désormais. Et toi, ton meilleur souvenir de dégustation de vin, il y a un vin qui t'a ému, alors pas forcément qui venait d'Auchan, mais est-ce que tu as eu une émotion particulière? Moi, oui. Alors, mais les vins, c'est toujours lié aussi à des moments de convivialité. Alors, à des gens, souvent. Et voilà, c'était un moment dans un restaurant à Issy-les-Moulineaux, pas un grand restaurant, mais qui a une belle cave, et c'était un vin chilien, le Château l'Apostole. Et là, vous êtes éclaté, quoi. C'était très bon, quoi. À titre personnel, le plus beau métier du monde, c'est dirigeant d'une grande société comme Auchan, ou alors c'est chercheur en génétique végétale. Je vois que le CV a été bien étudié. Non, ouais, je m'orientais dans mes études pour faire la génétique végétale. Et j'ai fait un stage de 6 mois dans un laboratoire. Et l'écart entre l'enthousiasme intellectuel quand on lit les choses et puis quand on se retrouve à labourer des boîtes de pétri, et j'étais pas très habile et dans un univers un petit peu clos, voilà, j'ai vu que ça me correspondait pas. Voilà. C'est la grosse question stratégique. Pas dans les 2 ans, mais dans les 20 ans ou 25 ans. Et pas que nous. Je pense qu'elle concerne aussi l'agroalimentaire. Voilà, parce que si on prend
petit peu de recul qu'on voit toutes les maladies sociétales, le diabète, l'obésité. Donc on a d'un côté, et il n'y a pas ni procès ni rien du tout, voilà, des industriels qui vendent, et nous, qui sommes un maillon, à vendre des produits qui créent des maladies de société. Tout le monde gagne de l'argent, et c'est la collectivité qui paye au travers du déficit de la Sécu. Ouais. Donc comment, et nos métiers sont des métiers volumiques. Si globalement, sur des séries longues de 20 ans, si on ne fait pas mécaniquement une croissance de 3% de chiffre d'affaires, on ne neutralise pas les augmentations mécaniques de charges. Donc c'est le sujet, c'est comment on recrée de la valeur en vendant moins. Et je pense que personne n'a encore tout de suite la réponse. Guillaume, mille merci pour ton témoignage. On l'applaudit chaleureusement. On passe à table. Merci.